Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, et évidemment sous l'égide de l'Association française d'astronomie, qui est l'éditeur de Ciel et Espace, qui consacre sa une ce mois-ci à l'énigme des supernovas manquantes, c'est-à-dire la différence entre ce que nous pensons être la quantité d'étoiles qui explosent dans la Voie lactée et la quantité d'étoiles qu'on voit, c'est-à-dire rien depuis 4 siècles. Un vrai sujet et une vraie énigme, mais association et revue qui n'a pas manqué de s'intéresser cet été à la planète rouge, dont l'exploration en cours suscite de nouvelles découvertes dont on va parler, et leur corollaire évidemment, à savoir de nombreuses et passionnantes discussions, voire des controverses. Agnès Cousin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géologue, vous êtes astronome adjoint à l'IRAP, c'est-à-dire l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie de Toulouse. Vous avez fait le voyage pour venir nous rencontrer. Vous êtes co-responsable de l'instrument SuperCam, qui est la caméra laser installée sur le rover Persévérance. Et vous êtes spécialiste de l'analyse de ces roches, de planétologie comparée. Et alors, vous savez que quand on parle des gens comme vous, on les appelle les martiens. Alors, on dit, tiens, les martiens ont découvert ça. Je sais pas. Comment est-ce qu'on devient une martienne ? C'est une question très, très vaste. Je pense que par la passion, on peut devenir un martien, par exemple, si on s'intéresse à ce qui se passe sur les autres planètes du système solaire. Et il se trouve que on a quand même fait pas mal de missions vers Mars, donc c'est aussi plus facile de devenir un martien qu'un vénusien. Et dans votre cas, ça s'est passé comment ? Moi, comment ça s'est passé ? En fait, depuis que j'étais au collège, je voulais faire astrophysicien ou astronome. Je savais pas trop la différence encore à l'époque, mais je savais pas non plus exactement ce que ça voulait dire. Mais je voulais travailler sur des choses qui avaient rien à voir avec la Terre, enfin quelque chose lié à l'espace, voilà. Je savais pas encore trop si ce qui m'intéressait c'était les galaxies, les planètes, etc. Mais j'avais cette envie-là depuis le début. Et après, j'ai pas eu un parcours aussi lisse que d'autres martiens, par exemple, mais j'ai fait un bac scientifique, hein, ouais, obligé. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur avec prépa intégrée, mais je suis restée qu'une seule année parce que c'est- j'avais suivi cette voie-là parce qu'une amie que j'avais rencontrée en colo d'astronomie allait dans cette école-là. Elle avait 1 an de plus que moi et elle m'a dit ah, c'est génial, il y a une option fusée. Bon, je me suis dit bon, les fusées, c'est proche, c'est l'espace, quoi. Et sachant pas trop ce que je voulais faire exactement. Et en fait, je suis arrivée dans cette école-là et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon milieu. Alors déjà, c'est en région parisienne. Moi, je viens de la campagne et donc pas du tout vraiment pas mon environnement. Et vraiment, il y a eu énormément de maths, que des maths. Vraiment beaucoup de maths. Et moi, j'ai jamais été très très forte en maths. Ouais. Du coup, voilà, j'ai fait l'ennui. Qui n'est pas fort en maths, ça commence à être intéressant. Comme quoi, voilà, il y a pas que les maths dans la vie, même si c'est très important, même pour Mars, en fait. Mais voilà, donc ça m'a pas plu. J'ai fait l'année quand même, parce que j'ai appris des choses. Mais en fait, c'est grâce à cette année-là que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est surtout pas les fusées, en fait. Ouais. Mais ce que je veux faire, c'est plutôt étudier la surface des autres planètes dans le système solaire. Et du coup, j'ai regardé ce qui était disponible comme formation pour faire ça. Et bon, j'avais le choix entre l'université ou une école d'ingénieur. Je pense qu'à mon époque, c'était la mode de faire des écoles d'ingénieurs. Et j'ai fait une école d'ingénieur en géologie, en fait, qui s'appelait l'IGAL, Institut géologique Albert de Lapparent. Et du coup, je suis allée là-bas. Enfin, bon, c'était sur concours et tout. Et dans ma lettre de motivation que j'ai retrouvée il y a pas si longtemps, je disais clairement, bon, moi, la géologie terrestre, je m'en fiche un peu, mais ce que je veux faire, c'est la géologie de Mars. Et voilà, donc ils m'ont prise, ça m'a plu. Et en fait, en dernière année, j'ai fait un double diplôme, en fait, parce que bon, l'école, c'était bien, mais c'était très terrestre, hein, ça.
Et du coup, j'ai fait un master 2 en planétologie à Paris. Là. Et comment vous êtes rentré dans cette expérience incroyable qui est le robot martien Persévérance, parce que même s'il y a beaucoup de gens, ça reste quand même une opportunité extraordinaire que de travailler avec un robot qui roule sur Mars, encore aujourd'hui, là. Ben, là, j'ai eu énormément de chance, vraiment, parce que c'est au moment où j'ai postulé pour faire ce master 2 en planéto, pour faire le double diplôme, que j'ai rencontré le responsable du master, donc j'ai eu un entretien avec lui, et qui m'a demandé un peu ce que je voulais faire. Alors moi, un peu toute naïve, moi j'aimerais bien regarder les données des robots martiens. Et donc il m'a dit, oh, bah, si ça t'intéresse, je pourrais te proposer un stage co-encadré par moi et quelqu'un d'autre au Muséum d'histoire naturelle. Et si tu veux, bah, tu pourras faire ce stage-là et tout. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que, bah, déjà, j'ai fait ce M2, ça m'a plu. J'ai fait le stage sur des données des robots Mars Exploration Rover, là, des mers et des données orbitales aussi. Et pendant mon stage, Nicolas, cette personne m'a dit, bah, au fait, à Toulouse, ils cherchent un thésard pour calibrer l'instrument ChemCam qui sera à bord de Curiosity. Donc ça, c'était en 2008, 2007, par là. Et il m'a dit, tu devrais postuler, je pense. Alors, je regarde l'offre d'emploi, en fait, de thèse. C'était sur le site du CNES parce que c'était une thèse financée par le CNES. Et là, je vois qu'en fait, ils cherchent un physicien. Alors, je retourne le voir. Voilà. Je le recontacte, je vais le voir. Je suis pas sûre que je puisse vraiment postuler parce que moi, je suis pas du tout physicienne, en fait. Et il me dit, non, non, mais t'inquiète. Je connais les personnes à Toulouse. Ils ont marqué physicien parce que quand même, c'est pour faire la calibration scientifique de l'instrument. Donc, il faut comprendre comment l'instrument fonctionne. Mais c'est quand même un instrument qui va analyser des roches. Donc, toi, t'es géologue, t'as quand même tes chances. Et voilà, donc j'ai postulé et j'ai eu de la chance, ils m'ont prise. Et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans la famille des Martiens, en fait. Et vous n'êtes pas sorti encore. Et j'en suis jamais sortie, ouais. Alors, c'est marrant parce que vous dites, moi j'avais envie de faire de la géologie ailleurs que sur la Terre. Mais je vais vous ramener un peu sur la Terre. Si vous vouliez me montrer à quoi ressemble Mars aujourd'hui, où est-ce que vous m'emmèneriez sur la Terre pour quelque chose de similaire, si je puis dire, enfin, avoir cette expérience? Oui, oui, effectivement, on peut pas se passer De de la référence. géologie terrestre parce qu'au final, il y a quand même plein de processus qui sont similaires entre la Terre et Mars. Alors bien sûr, il y a des choses qui n'ont rien à voir, hein. Par exemple, sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, Ouais. contrairement à la Terre. Donc il y a vraiment beaucoup de différences, mais il y a beaucoup d'endroits analogues à Mars. Euh, alors je les connais pas tous, mais par exemple en Espagne, il y a ce qu'on appelle le Rio Tinto, qui est un endroit qui peut ressembler à certains endroits martiens, avec beaucoup d'oxyde de fer, etc. Et au Chili, en Islande, il y a vraiment plein d'endroits analogues à Mars selon les intérêts qu'on a en fait. Mais comment vous le décririez? Désertique, des canyons, enfin, c'est quoi l'ambiance en fait L'ambiance sur Mars, sur Terre sur Terre pour qui ressemble ressembler à à Mars? Mars. Le Sahara, par exemple? Alors, le Sahara, pour certains aspects, ça pourrait convenir parce qu'il y a beaucoup d'érosion Ouais, là aussi, éolienne. Pacific King, on a l'impression que c'est Voilà, ouais, il y a des types de roches qui sont morphologiquement, en fait, qui ont une forme qu'on retrouve très bien dans le Sahara à cause des vents chargés de sable et de poussière qui vont tailler les roches. Euh, Si on cherche plus des roches qui ont été altérées en présence d'eau, par exemple, on va s'intéresser plus à l'Islande. Alors, c'est aussi assez désertique, ouais, mais c'est des climats relativement froids où il y a quand même un petit peu, il y a de l'eau ou des ouais, glaciers. ouais. Et donc là, on va aussi s'intéresser à l'Islande pour ça. Alors, c'est moins désertique, mais c'est froid et avec un peu d'eau quand même. Alors, à chaque fois que je regarde Mars, je me dis qu'on ne saisit pas quand on est sur la Terre, euh, je dirais les échelles. On a du mal à se faire à cette idée. Alors, je regardais un peu, on a publié un certain nombre de numéros sur le sujet où, alors, si par exemple on avait une boule qui est la Terre, on mettrait 6 fois Mars dedans, en volume. Si on prenait toutes les terres émergées sur la Terre, ça serait l'équivalent de la surface de Mars, etc., etc. En fait, c'est pas un équivalent de la Terre, Mars.
Non, pas du tout, non. Ouais, c'est. Elle est unique au sens géologique et je dirais même de sa description. Comment vous la, vous la décrivez vous-même? Alors, c'est vrai qu'elle est unique parce que à cause de sa taille, ça implique plein de choses différentes. Donc elle est à peu près 2 fois plus petite que la Terre, effectivement. Et son noyau, on sait pas trop. Ouais. Et on sait que l'effet dynamo, il a disparu. Donc enfin, il y a eu la mission InSight pour essayer de mieux comprendre. Mais elle a perdu une grosse partie de son atmosphère. Du coup, même si on peut considérer que c'est un peu la petite sœur de la Terre, de par le fait que c'est la plus proche en fait, mais elle est différente non seulement par le climat à cause de l'atmosphère le changement climatique qui a eu lieu, la géologie aussi très différente. Et la grosse différence avec la Terre, c'est que 80% de la surface de Mars sont des terrains hyper anciens, donc genre plus de 2,8 milliards d'années. Des terrains que nous, sur Terre, on Ça n'a existe. plus vraiment accès. Voilà, et ça représente peut-être 2% de la surface. Et même si on les trouve, ces terrains, ils ont beaucoup évolué parce qu'ils ont été pris à cause de la tectonique dans des chaînes de montagnes. Ils ont été en contact énormément avec de l'eau. Donc les minéraux ont été chauffés, ont été modifiés, etc. Donc même si on a la chance de retrouver un petit peu de ce qu'on appelle la sécraton, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 3 milliards d'années. Alors que sur Mars, ces terrains-là, ils nous attendent un petit peu, entre Ça veut guillemets. dire que quand vous vous promenez sur Mars avec un robot, vous êtes dans les archives pour le compte d'il y a 2, 3 milliards d'années, quoi. C'est ça, voire plus que 3 milliards d'années pour certains des terrains. Donc, c'est ça aussi qui nous fascine un peu sur Mars. C'est ça qui drive un peu l'exploration martienne. C'est que ces terrains-là, on sait que sur Terre, à cette époque-là, il y avait de l'eau. Et on sait que c'est un peu l'époque où la vie a commencé à émerger. La vie telle qu'on la connaît. Donc, on se dit, si on a ces terrains-là sur Mars qui nous attendent, qui n'ont pas bougé trop depuis 3 milliards d'années, peut-être que on va savoir s'il y avait de l'eau. Bon, ça, maintenant, enfin, on le sait. Mais et après, la marche après, c'est est-ce que c'était habitable? Donc, comment était cette eau? Est-ce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que la vie puisse héberger? Et après, l'étape d'après, est-ce qu'il y a eu de la vie, quoi? C'est ça un peu qui nous fascine aussi sur Mars, c'est d'avoir ces terrains si anciens que sur Terre, on peut plus retrouver. Et ça fait un peu lire aussi un peu notre passé terrestre qu'on n'a plus sous nos yeux. Alors, vous travaillez sur un robot qui s'appelle Persévérance et qui a fait l'actualité en fin d'été, dont on va parler, parce qu'il faut vraiment que vous nous décodiez ce qui s'est passé. Euh, Bon, ce robot, il est arrivé en 2021, ça fait déjà quelques années. Il fonctionne très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait, je sais pas, 35 kilomètres, quelque chose comme ça. 39,5 maintenant. 39,5, Mm. c'est très précis, kilomètres. Les images sont tout à fait extraordinaires. On reparlera de ce robot, mais Mhm. l'annonce qui a été faite, alors j'essaie de bien comprendre parce que il y a de la géologie, mais surtout c'est extrêmement fin. C'est une étude qui concerne des roches, vous me direz si j'ai bien compris, des roches très fines qui se forment en présence d'eau. Et donc, vous avez découvert, enfin le robot a observé, il y a beaucoup de caméras d'ailleurs, des petits grains noirs qui ressemblent à des nodules en fait, et puis à côté des taches blanches qui sont entourées d'une bordure noire très marquée, très profonde. On a qualifié ça pour les premiers de taches de léopard et pour les autres de graines de pavot, pour être très littéraire. Et à ce moment-là, les géologues, et vous avez vous avez co-signé un article dans Nature à ce moment-là pour décrire ce que vous aviez interprété. Vous expliquez que vous avez identifié un phénomène dit, alors je vais utiliser le mot d'oxydoréduction, c'est-à-dire d'une réaction chimique euh, qui sur Terre qui est souvent exploitée par des micro-organismes. Alors cette oxydoréduction, si je puis dire, c'est du fer qui a été en quelque sorte affaibli, ou je ne sais pas comment utiliser le terme exact, mais par quelque chose qui a qui a eu une réaction avec lui. Et sur Terre, ça peut se passer avec des éléments biologiques. Donc la discussion,
c'est est-ce qu'on a découvert quelque chose qui peut être interprété comme étant un indice, si je puis dire, d'une activité biologique passée, ou est-ce que c'est quelque chose qui est purement abiotique, comme on dit, c'est-à-dire uniquement chimique? Alors, je dirais ça aurait pu passer inaperçu si ça avait été autre chose que persévérance, s'il n'y avait pas eu une conférence de presse à la NASA qui a valorisé l'événement, et si le nouveau chef de la NASA par intérim n'avait pas dit oh oh, mais ça c'est le robot envoyé à l'époque du premier mandat de Trump, et je vous assure que nous avons cette fois-ci une preuve, mais vraiment très très solide de ce qu'il y aurait pu avoir de la vie sur Mars. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas? C'est un résumé parfait de la situation. Maintenant, dites-nous ce que vous avez vraiment trouvé. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé ce genre de roche avec ces petits nodules et ces taches de léopard. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a tout le contexte aussi qu'il faut prendre en compte et que bon dans le communiqué de presse ça n'a pas forcément été mis en avant. Mais c'est déjà la roche, la matrice de la roche, en fait, c'est des grains vraiment très très fins, micrométriques, qui montrent que cette roche s'est formée vraiment dans un milieu donc où il y avait de l'eau, donc soit lacustre, soit fluviatile. On souvent dit fluvio-lacustre quand on sait pas trop, mais quand l'environnement est très très calme en fait, donc avec des particules très fines qui se déposent doucement, et donc il faut vraiment un environnement calme, donc c'est-à-dire Dans un lac tranquille. voilà par exemple. Et donc ça c'est la première chose, donc déjà présence d'eau, donc effectivement c'est quelque chose qui nous intéresse si on pense avoir trouvé un indice lié à des biosignatures. La deuxième chose, c'est que ces nodules noirs, là, je sais plus comment on les appelle, là, les poppy seeds en anglais, mais les graines de pavot en français, voilà. Ouais. Oui, les Américains aiment bien toujours rattacher, voilà, imager ce qu'on voit, et souvent par rapport à de la nourriture. Alors, c'est bizarre. je sais pas. Mais voilà, donc ces graines de pavot, là, ces petits nodules noirs, ce qui nous fait penser que c'est lié à des réactions chimiques, c'est aussi qu'on les voit pas sous forme on les retrouve pas condensés sur une couche particulière, ou on les trouve pas triés d'une certaine manière. Ils sont vraiment de manière aléatoire dans la roche, ce qui fait dire que en fait se sont formés au même moment que la roche, et ils sont pas arrivés via le fleuve par exemple, qui les aurait transportés et déposés au moment de la formation. Voilà, ça s'est passé dans la roche. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ces taches de léopard, donc ces petites taches blanchâtres avec ces bordures noires. En regardant la roche de plus près avec l'instrument Pixel, donc qui est l'instrument qui est au bout du bras, qui est un instrument de fluorescence X, qui regarde vraiment des choses millimétriques. En fait, il fait un mappage, une cartographie très très fine sur quelques millimètres seulement de la roche. Et ça nous permet d'analyser en détail aussi bien les taches blanches que la bordure noire et les graines de pavot. Les taches blanches, elles font entre 100-200 microns jusqu'à 1 millimètre de taille. Et les graines de pavot, ça dépasse pas les 100 microns, je crois, ou 200 microns. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, c'est vraiment avec l'instrument Pixel qu'on peut faire cette analyse très fine. Et là, ils ont montré que ces graines de pavot, ça serait plutôt du phosphate de fer. Donc jusque-là, rien de passionnant, on peut dire. Enfin, tout va bien. Et ces taches de léopard, là, c'est ces taches blanchâtres. Et il faut dire aussi que tout le reste de la roche est plutôt rougeâtre. Donc c'est un peu étonnant de voir ces taches blanchâtres. D'ailleurs, c'est assez rare. Souvent en géologie, c'est lié à des échanges chimiques quand même. Et donc ces taches blanchâtres correspondraient à des sulfures de fer ferreux, donc un fer affaibli, mais aussi un soufre affaibli. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Et la bordure noire, c'est la même chimie que les graines de pavot, en fait. Donc c'est là que ça commence à être intéressant, en fait, et c'est vraiment, on peut expliquer ça via ces processus d'oxydoréduction, c'est-à-dire des échanges d'électrons entre éléments chimiques. Et donc on a arraché un électron au fer et au soufre. Et
ça, on l'a déjà vu, par exemple, à Gale, dans le cratère de Gale, avec le robot Curiosity. On a déjà vu des fronts d'oxydoréduction. Y a rien d'anormal à ça et ça peut tout à fait être fait de manière abiotique. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le contexte, en fait. On a ces processus d'oxydoréduction dans une roche très fine, formée en présence d'eau, et ces assemblages minéralogiques là qu'on a vu, euh, qu'on fait l'objet de l'étude. C'est des assemblages minéralogiques qu'on voit sur Terre, pareil quand il y a des eaux ouvertes, on dit, enfin, quand il y a beaucoup de brassage d'eau, et on voit ces mêmes assemblages de phosphate de fer et de sulfure de fer. Et sur Terre, c'est toujours associé à des micro-organismes. Est-ce que ça veut dire que vous parleriez d'un faisceau d'indices? Oui, c'est ça, c'est un faisceau d'indices et en fait, on peut vraiment pas conclure en fait si c'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière abiotique ou de manière biologique, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Si c'était fait de manière abiotique, euh, ça pourrait être fait en environnement à température plus chaude, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus chaud? Voilà, déjà, on n'a pas forcément de limite. Et on a quelques indices qui disent que, bah, en fait, ça aurait pu être à température un peu plus élevée parce que, par exemple, on a vu aussi de la fluorite dans ces roches-là qui peuvent se former dans des températures un peu plus élevées. Le sulfure aussi peut se former à des températures assez variables, donc en fait, ça pourrait être fait à Mais, température plus mais vous élevée. notez, mais vous notez dans l'article qu'il y a pas mal de matière organique autour. Oui, Ça veut dire quoi? mais la matière organique, en fait, c'est pas forcément biologique. Non? Et souvent aussi, ces échanges, ces fronts d'oxydoréduction peuvent être accélérés lorsqu'il y a pas mal de présence de matière organique. Donc, en soi, ça peut être plutôt un, un indice supplémentaire plutôt vers la formation abiotique. Euh, mais en gros, on peut vraiment pas conclure. Si c'était fait de manière biologique, il faudrait aller voir un peu plus près les isotopes, par exemple. Et avec le robot, les instruments qu'on a actuellement, on ne peut pas Alors, faire on ne ça. peut pas conclure, mais vous avez quand même décidé d'en saisir un échantillon, de le mettre dans une petite boîte, de le mettre dans le robot en se disant, ça on n'avait pas prévu, mais le jour à supposer qu'on puisse le ramener sur Terre, ça c'est important. Oui, le retour d'échantillon serait important On parce pourrait que dire, on pourrait dire avec un échantillon que c'est biologique ou pas biologique? je pense que oui, oui, en regardant par exemple le fractionnement isotopique avec des instruments plus pointus, avec des résolutions plus pointues spatialement, par exemple, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin, du moins. Mais ce retour d'échantillon, c'est important parce que c'est pas la première fois en fait qu'on a plein de faisceaux d'indices. Avec Curiosity, c'est arrivé plein de fois. Euh, on pouvait pas dire si c'était des observations liées à de l'activité biologique ou vraiment que à des processus chimiques. Donc on a eu enfin ça arrivait plein de fois, et sauf qu'avec Curiosity, on n'a pas de retour d'échantillon. Avec Persévérance, bon, c'est un autre indice. Je pense que ça a fait peut-être, je sais pas si ça a fait plus le buzz ou pas, mais en tout cas, on en parle pas mal depuis cet été. Mais c'est parce que c'est visuel aussi, parce que là, on a une image, une photo de la roche avec ces petites taches de léopard qui sont qui sont très parlantes. En fait, on comprend bien les échanges qu'il y a pu avoir entre les minéraux. Vous avez été gêné par les réactions un peu exagérées de l'administration américaine en disant ouais, on est très près de. Enfin, on comprend pourquoi on le fait aussi d'une certaine façon, mais vous signez un papier scientifique, vous êtes nombreux, c'est votre travail, vous posez toutes les questions, vous dites écoute, on ne peut pas exclure, mais en même temps, c'est pas une preuve absolue. C'est de la science pour le compte. Ouais. Alors, bon, la conférence de presse a été assez étonnante, j'y reviendrai après. Allez-y. Mais Allez-y. bah, donc, ça a été étonnant parce que même au sein du projet, on a été mis au courant seulement la veille qu'il y aurait une conférence de presse. Donc, bon, ça n'a pas été rediscuté après en petit comité. Mais je ne sais pas pourquoi on a été mis au courant si tardivement. Je ne sais pas si c'est que ça a été organisé au dernier moment ou Ouais. si simplement, même en tant que PI de l'instrument, c'était pas nos oignons. Je ne sais pas. Mais l'annonce, oui, est faite par l'administrateur
de la NASA était assez étonnante. Et je me rappelle, je l'écoutais en direct, mais seulement d'une oreille parce que moi, je commençais les opérations martiennes, donc peut-être on pourra en parler après. Ouais. Mais j'ai pas pu écouter l'intégralité, mais les 5 premières minutes ont été assez aberrantes. Déjà lié le décollage de Persévérance avec le premier mandat de Trump. C'est un fait. Oui. Bon, voilà un fait. Et bon, et après, il n'y a pas vraiment de lien direct. Et aussi, il a un petit peu oublié le mot le plus important, le terme potentiel. Potentiel. Donc ça, nous, on était, même l'équipe scientifique française, sur le chat, on était tous vraiment très étonnés de ça. Après, le reste de la conférence de presse, c'est quand même bien déroulé. La project scientist, Cathy Stack, et d'autres scientifiques, et notamment le premier auteur du papier, ont été beaucoup plus raisonnés, enfin, ont été normaux, on va dire, avec un raisonnement scientifique dans dans leur Leur argument. voilà, dans leurs arguments, et ont simplement expliqué qu'est-ce qu'ils avaient découvert et en quoi le papier est important. Après, lors de l'écriture du papier, c'était une grosse question. Comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'on dit potential biosignature et ça a été longuement discuté. On savait pas trop, et notamment un des reviewers était pas sûr du terme potentiel, etc. Après, en dehors de la presse release et tout, je trouve que les échos qu'on a eus autour de l'article, moi j'ai été plutôt agréablement surprise. Alors j'ai pas vu tout ce qui est sorti dans la presse, mais j'ai trouvé que les médias avaient bien compris que c'était potentiel et qu'on n'a pas trouvé les petits hommes verts sur Mars. On se souvient des propos de Carl Sagan sur une annonce extraordinaire suppose des preuves extraordinaires. C'est ça. Et effectivement, ça ne peut pas s'oublier. Je voudrais qu'on dézoome un peu avant de parler des opérations martiennes, parce que c'est un cratère particulier dans lequel s'est posée Persévérance, qui s'appelle G0, et qui a fait l'objet d'une sélection aussi extrêmement fine, si je puis dire. L'idée, c'était après que son prédécesseur ait dit oui, Mars a été habitable. La question, c'est est-ce qu'on peut aller échantillonner, ou en tout cas aller dans des endroits où finalement il y aurait eu suffisamment d'eau pour qu'on regarde ce que vous faites aujourd'hui, en fait. Est-ce que le cratère dans lequel s'est posé Persévérance, finalement, après y avoir passé quand même quelques années, est un bon choix? Je vois qu'il y a des discussions dans la communauté scientifique pour se dire, finalement, c'est peut-être pas un cratère qui a hébergé pendant très longtemps l'équivalent d'un lac tranquille, mais il y a eu beaucoup de débordements, il y a eu vraisemblablement énormément d'activités sur très peu de temps, et c'est peut-être pas le meilleur endroit. Est-ce que vous jugez aujourd'hui, même si vous n'y pouvez plus grand-chose, si je puis dire, que finalement c'est un régal pour vous, et que ce choix, il est confirmé par les observations et par les résultats? Alors, je pense que c'est un vaste débat, et moi je suis pas du tout spécialiste d'astrobiologie, donc je vais dire mon point de vue à moi. Je pense que le cratère G0, il reste quand même hyper intéressant parce que je sais pas par où je vais commencer, mais il nous a peut-être un petit peu étonnés d'un point de vue astrobio, parce qu'on a atterri vraiment dans le fond du cratère, donc à quelques kilomètres du delta. Donc, on n'a pas investigué le delta en premier. Et avant l'atterrissage, alors les données orbitales montraient qu'on avait des signatures plutôt de minéraux primaires, donc des minéraux qui se forment par activité magmatique. Mais on ne savait pas si c'était des roches magmatiques ou des roches sédimentaires qui étaient enrichies en ces minéraux. Du coup, on pensait, comme c'est le fond du lac, on pensait que c'était plutôt des roches sédimentaires, par exemple, ou en tout cas, une partie de la communauté pouvait penser ça. Et au final, on a trouvé des roches magmatiques, et notamment des roches qui correspondent à des coulées de lave successives, et des roches qu'on n'explique toujours pas comment on peut les voir ici, mais plutôt un cumulat, donc plutôt le reste d'une chambre magmatique, par exemple, si on schématise. Donc ça, c'est sûr que niveau astrobiologie, c'est pas du tout l'endroit où il faut aller chercher, essayer de trouver, voilà. Après, le delta en soi,
Le delta, c'est là où s'écoule l'eau, hein, c'est ça? Voilà, c'est la Il y a un rivière, fleuve qui voilà, arrive. le fleuve ou la rivière quand il est arrivé dans le lac, en se déversant dans le lac, tous les graviers, les sables et tout, tous les sédiments qui transportent, ils arrivent dans le lac, ils restent un peu en suspension et hop, ils retombent et ils sédimentent et ça forme des deltas. Et d'ailleurs, c'est un delta typique des deltas qu'on peut observer sur Terre. Du coup, on comprend bien le mode de formation. Et en observant ce delta, effectivement, dans la dernière partie de vie du fleuve, on voit qu'il y a eu des débits très très forts, suffisamment forts pour transporter des gros cailloux jusqu'à 1 mètre de diamètre, par exemple. Donc, en anglais, on appelle ça les boulders, hein, les gros rochers. Et donc ça, c'est aussi peu avantageux pour aller chercher des traces de biosignatures, des traces de vie passée. Cependant, à la base du delta, on a quand même des roches à grains très très fins, donc qui sont un peu les meilleurs types de roches où on veut aller voir si on veut chercher des traces de vie anciennes, parce que c'est des roches qui sont formées vraiment dans le fond du lac avec des grains de type micrométrique, donc qui préservent assez bien éventuellement ces microstructures ou ces différences de chimie ou en termes d'isotopes aussi. Le problème qu'on a eu avec Persévérance à cet endroit-là, c'est que c'était très difficile de prendre un échantillon parce que comme c'est des roches hyper anciennes qui ont pu être aussi très altérées, etc., en fait, elles sont très friables. Et du coup, quand on fait le forage, la roche, elle n'est pas du tout coopérative et en fait, ça s'effrite. Ouais. Et ça devient un tas de sable. Et du coup, quand on relève le bras, il y a tout qui retombe. Voilà. Et en fait, quasiment à chaque fois où on a vu des échantillons vraiment super intéressants en termes d'astrobio, parce que c'était des roches hyper fines formées dans des conditions parfaites pour espérer avoir des indices de traces de vie passée, on a vraiment du mal à les mettre dans le tube, en fait, parce que ça s'effrite, parce que c'est des roches hyper anciennes. Comment vous datez? Comment, parce que vous dites c'est 3,2 milliards d'années, mais comment on sait ça? Comment Alors, on fait? il y a différentes façons, mais donc souvent on utilise le nombre de cratères par kilomètre carré, qui est une loi qui a été définie grâce au retour d'échantillons sur la Lune. Aussi, c'est une loi qui a été mise en place sur les données lunaires et après adaptée à Mars. Donc on date comme ça, grosso modo, si je peux dire. La région. Voilà. Et après, une fois qu'on est sur place, on essaye de regarder ce qu'on appelle la stratigraphie des terrains. Donc les terrains les plus bas d'un point de vue en élévation sont normalement les terrains les plus anciens et les terrains les plus élevés sont les terrains déposés les plus récemment. Donc on date comme ça, après en relatif en fait. Donc là, on n'a pas un âge parfait. Et d'ailleurs, le retour d'échantillons pour ce qui est des roches magmatiques, c'est hyper intéressant parce que là, on va pouvoir faire une vraie datation en laboratoire. Donc une datation quantifiée. Là, vous êtes au fond du cratère en ce moment? Non, en ce moment, on a fini d'étudier le fond du cratère, on a fini d'étudier le delta, on a fini d'étudier ce qu'on appelait l'unité marginale. Je pense qu'on y reviendra après aussi peut-être pour parler d'habitabilité et de vie passée. Et là, on est vraiment en train d'étudier le bord du cratère. Donc, on est en train de sortir du cratère Ça va être G0. intéressant, ça. C'est hyper intéressant, ouais. Mais pour revenir au point d'avant sur l'astrobio, peut-être que certaines personnes aussi sont peut-être un peu déçues du cratère de G0 parce que on avait beaucoup d'attentes en explorant l'unité marginale, qui est une unité. C'est quoi l'unité marginale? En fait, c'est une unité qui est vraiment en bordure du cratère. En fait, on se l'imagine un peu comme étant la plage à l'époque où il y avait le lac, si on caricature un petit peu. Et en fait, d'après les données orbitales, infrarouges, on voyait une signature très très forte en carbonate. Les carbonates sur Mars, on les cherche depuis longtemps et on a du mal à les trouver avec les robots. Et même orbital, on en voit assez peu. Carbonate, c'est l'eau aussi. Voilà, c'est en présence d'eau. Et une des hypothèses pour la formation de ces carbonates, c'était que justement, ça peut être des carbonates de bord de plage, en fait, de plage, de bord de lac. Et si c'était le cas, et s'il y avait la vie à l'époque de la formation de cette unité-là, ça serait l'endroit idéal pour trouver des traces de biosignatures.
Et en fait, en étudiant cette unité, on s'est rendu compte que ces carbonates, c'est plutôt des carbonates qui sont formés lorsque les roches plutôt magmatiques ont été en contact avec l'eau du lac. Donc, ça les a altérés et en fait, les minéraux primaires se sont transformés jusqu'à former des carbonates, quoi. Donc, c'est pas dans ces carbonates-là qu'on va chercher les traces de vie passée. Ouais, que vous avez trouvé les pavés volcaniques et sous les pavés, la plage. C'est ça. Voilà. C'était pas la vraie plage, attendez. Parlez-moi de la vie sur Mars. Alors, la vôtre, c'est-à-dire euh, comment on vit avec un robot qui travaille. Alors, d'abord, est-ce qu'il travaille 24 heures sur 24? Moi, j'ai vu que bon, la durée d'une journée sur Mars, c'est 24 heures et 40 minutes. Comment tout ça s'organise? Comment s'organise votre vie et les observations avec ce robot dont on imagine que 7 jours sur 7, 365 jours par an, ça s'arrête pas? Bah, c'est vrai que notre vie, la vie des Martiens terrestres, tourne vraiment autour de Mars, pour le Ouais. coup. Alors, notre vie, elle s'organise à travers différentes périodes, en fait. Au tout début, au moment de l'atterrissage, on a vécu aux horaires martiens pendant les 3 premiers mois. Donc, c'est-à-dire que bah, quand il faisait nuit sur Mars, c'était la nuit sur Terre, dans notre cerveau. Et voilà. Donc, en fait, on travaillait pendant la nuit martienne de manière à programmer le robot. Donc, le robot, lui, il pourrait fonctionner de nuit, mais voilà, la nuit sur Mars, il fait très froid, etc. C'est très coûteux en énergie. Du coup, en général, on le fait pas. Du coup, on utilisait la nuit martienne pour programmer les activités du lendemain et recevoir les activités de la veille. Et en fait, faire ça comme ça, en fait, en temps réel, ça nous permettait de, si au début de la nuit martienne, quand le rover envoyait les données au satellite qui nous les ramenait sur Terre, donc ça, c'est en fin d'après-midi sur Mars environ. Nous, suite à ça, on recevait les données et ça nous permettait d'être super réactifs en cas d'un problème avec un instrument ou avec le rover. On avait toute la nuit martienne Ouais. pour résoudre le problème. Et On est d'accord, il est autonome, hein? il est autonome. Ok. Vous envoyez les instructions et il opère. Voilà, on ne l'opère pas avec un joystick Ouais. parce que au minimum, il faut 15-20 minutes le temps d'envoyer les commandes et de les recevoir. Donc le joystick, c'est pas possible. Donc on envoie les commandes, on lui envoie les commandes pour toute une journée. Et lui, il se réveille au petit matin, il se réchauffe, etc. Et il exécute les commandes. Et en fin d'après-midi, il envoie les données. Alors, il y a plusieurs fois dans la journée où les satellites passent. Donc, ça, en fait, les données arrivent en plusieurs paquets. Mais voilà. Donc, les 3 premiers mois, c'était assez compliqué parce que, bah, comme vous l'avez dit, 24h40 sur Mars. Donc, le jour où on a atterri, il était environ 11h, je crois. On a dû commencer les opérations. Donc, recevoir les premières données vers minuit. Le lendemain, ça veut dire qu'on est allé bosser à minuit 40. 40 minutes de jet lag tous les jours. Voilà. Et c'est pas toujours évident quand on a Et vous n'êtes d'autres payé que activités. 24 heures. Oui. Qui plus est. Voilà, en plus. Ouais. Mais ça, c'est vraiment des périodes qui sont absolument superbes. Je l'avais vécu aussi pour Curiosity. J'étais en fin de thèse à cette époque-là. Et par contre, on avait pu aller au JPL, donc au Jet Ouais. Propulsion Laboratory, pour faire ce qu'on appelle les 90 sols. Donc un sol, c'est un jour martien, ça équivaut à 3 mois sur Terre. Et là, bon, à cause du Covid, on n'était pas au JPL, on était chacun chez soi. Heureusement, on a pu le faire au CNES à Toulouse aussi. Mais c'est compliqué, par exemple, de se lever à 3 heures du matin pour travailler. Ah oui. Et aujourd'hui, ça a changé parce que là, vous parliez de Voilà. calibration. Petit à petit, on a commencé à diminuer le rythme. Donc, au bout de 3 mois, on a commencé à travailler aux horaires américains de la Californie parce que c'est de là qu'est opéré le robot. Du coup, il y a 9 heures de décalage avec la France. Donc, en général, ça commence à 17 heures. C'est quand tout va bien, quand le passage des satellites va bien, etc. C'est les Américains qui envoient les informations, c'est ça? Ah oui, D'accord. oui. Ok. Ça tout passe par. Enfin, c'est une mission américaine. Du coup, nous, même pour notre instrument, on prépare nos séquences, mais toutes les séquences de tous les instruments du rover et tout sont mis dans un package qui est envoyé par le JPL. Voilà. D'accord. Donc voilà, petit à petit, on a commencé. Déjà, on est passé aux horaires terrestres, donc ça a changé pas mal. Et là, on travaillait quand même 7 jours sur 7. Donc, en ce qui concerne Supercam, l'instrument sur lequel je travaille, c'est franco-américain. Du coup, on fait un peu on alterne avec les équipes américaines.
Pendant ce temps-là, on faisait à peu près 2 jours, c'est les US qui font, 2 jours, c'est la France. Ça nous permettait de rester en contact, connecté, enfin de même si c'était pas nous les responsables ce jour-là, ce soir-là, on allait quand même au CNES voir ce que les Américains faisaient parce que c'est une période d'apprentissage en fait parce que tout est un peu nouveau. Euh, on a commencé à travailler que 6 jours sur 7, donc le samedi soir, on programmait le robot pour le dimanche et pour le lundi, et le lundi soir, on reprenait les opérations. Du coup, ce qui nous permettait d'avoir le dimanche un peu de libre. Quelques mois plus tard, on a fait sauter le samedi aussi, donc le vendredi soir, on a programmé le rover pour qu'il, lui, il travaille le samedi, le dimanche et le lundi. Et voilà. Donc là, maintenant, on est à ce rythme-là. On travaille, on programme le rover du lundi au vendredi. Mais lui, il travaille 7 jours sur 7. Et on échange avec les Américains une semaine sur 2. Une semaine, c'est les Français qui s'en occupent. Une semaine, c'est les Américains. C'est compliqué de travailler parce que c'est une collaboration internationale. Il y a les Américains, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a plein de labos. Comment on travaille tous ensemble en se parlant, en se comprenant, en essayant de faire qu'on soit tous dans la même direction? Il n'y a pas trop de bugs? Alors, c'est vrai que c'est une énorme machine, en fait, rien que dans l'équipe européenne Supercam, donc il y a des Espagnols, il y a 2 laboratoires en Espagne, il y a un laboratoire en Allemagne. En France, à l'heure actuelle, qui travaille encore sur Supercam, il y a 12 laboratoires. Donc Tout le monde reçoit les images? ouais, tout le monde les reçoit. Et donc, pour faire la science, ou analyser les données, les interpréter, ça marche pas trop mal. Et pour les opérations, c'est organisé différemment. Les opérations, c'est vraiment la NASA, le JPL qui gère. En fait, c'est ce qu'on appelle les project scientists. Et après, c'est organisé en différents étages. Parce que si vous voulez aller là et moi je veux aller là, qui décide? Alors, normalement, c'est un consensus. Il y a quand même des discussions. Si moi, je veux aller là, alors qu'on était censé aller par là, Ouais. je vais le présenter tous les mardis, les jeudis. On a ce qu'on appelle les discussions scientifiques de 18h à 20h. Et c'est là où on peut dire, voilà, moi, j'ai une idée. Je pense que c'est hyper important d'aller là parce que d'après les données orbitales, il y a une roche. On aura des roches enrichies en aluminium, par exemple, ce qu'on cherche particulièrement des fois. Voilà. Donc, il faut essayer de convaincre les gens en, d'un point de vue scientifique, en qu'est-ce que ça va nous apprendre et à quelles grandes questions ça peut répondre, et d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire combien de jours ça va nous coûter de faire cette petite déviation, combien de jours tu veux rester sur place pour analyser tel caillou, etc. Et avec persévérance, on va très très vite. Et c'est assez rare qu'on ait réussi à faire des détours. Mais ça se passe comme ça. Après, les opérations, en fait, on reçoit les données. On regarde si l'instrument va bien. Déjà, ça, c'est la priorité. On a une autre personne qui va regarder les données, faire l'interprétation. Et suite à ça, on passe vraiment à l'organisation des activités du lendemain. Donc, il y a notre petite équipe Supercam, mais il y a aussi toutes les équipes de chaque instrument, les équipes qui gèrent le robot, les équipes qui vont gérer le bras du robot, etc. Et en plus de tout ça, il y a les personnes qui gèrent la campagne, donc l'endroit où on est actuellement. Il y a des objectifs scientifiques à atteindre. Donc eux, ils ont vraiment bien en tête qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit-là. Donc ils sont là un petit peu pour vérifier que les équipes en opération ne décident pas d'analyser n'importe quelle roche non plus. Par exemple, moi, je travaille sur le sable martien. Si c'est moi qui est en pilotage ce jour-là, je vais avoir tendance à dire, tiens, ce petit tas de sable là, il a l'air sympa, on pourrait peut-être l'analyser. Vous qui cherchez une bonne plage. Voilà. Et là, la personne qui gère la campagne, elle peut dire, ah non, non, on l'a fait il y a un mois, ton sable, c'est pas la priorité actuelle. Là, on veut plutôt comprendre ce bloc qui est devant nous, il faut faire des analyses là-dessus. Et en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les long-term planners. C'est des gens aussi qui sont là pour vérifier que ce qu'on fait en opération, les données qu'on va acquérir, vont essayer de répondre aux questions scientifiques qu'on se pose au moment présent, quoi. Ça vous arrive d'en rêver la nuit? Oh oui. Oh, ce tas de sable, je l'ai laissé passer.
Pour différents aspects. Après, des fois, on peut en rêver quand on est en train d'analyser les données et qu'on. Des fois, c'est pas toujours évident de trouver une conclusion. Ou, si les données, il faut les analyser. Des fois, ça peut être un peu technique et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc ça, on peut en rêver de ce point de vue-là. Et aussi aux opérations, il y a quand même une responsabilité. Moi, mon rôle aux opérations, souvent, c'est le responsable en fait des opérations pour être sûr qu'on casse pas l'instrument quand on l'utilise. C'est mieux. Et des fois, les opérations sont compliquées parce que pour se mettre d'accord entre tous les instruments, et des fois, on est très contraint aussi en ressources, en énergie. Et du coup, on peut pas faire toutes les activités qu'on veut. Ou alors, il y a des mouvements de bras et il y a des changements parce qu'au final, on peut pas mettre le bras comme on veut et tout. Et ça, quand ça se passe assez mal et qu'il y a des changements au niveau des mouvements de bras, on est mis au courant assez tardivement dans le système des opérations, ce qui fait que ça peut avoir des impacts sur nos activités à nous, du coup des changements de dernière minute, etc. Et là, il y a toujours le stress d'avoir fait une bêtise. Et là, on en rêve la nuit, surtout que quand on va se coucher à 3 heures du matin après les opérations, quand on se couche tard, on dort pas aussi bien que quand on va au lit tôt. Et voilà. On a parlé de Supercam comme si c'était évident que tout le monde connaisse Supercam. Rappelez juste ce qu'est Supercam et ce qu'il apporte à la mission. Alors, Supercam, souvent on dit que c'est la tête du rover, c'est la boîte qui est en haut du mât du rover. En fait, quand on dit ça, c'est pas tout à fait vrai. La tête du rover, c'est la contribution française et la contribution américaine, en fait, c'est à l'intérieur du rover. Supercam, on l'appelle souvent le couteau suisse de la Planéto parce que comme en fait, l'équipe avait déjà fait instrument ChemCam à bord de Curiosity. On s'est dit, on a utilisé beaucoup le développement utilisé pour ChemCam pour développer Supercam. Et on s'est dit, ah bah tiens, on va rajouter quelques techniques. Du coup, Supercam, il utilise 5 techniques différentes. Donc, il y a une caméra qui nous permet de voir où est-ce qu'on fait nos analyses. Donc, c'est une caméra qui zoome énormément sur les roches, mais c'est pas non plus un microscope. Et cette fois, la caméra est couleur par rapport à ChemCam qui était en noir et blanc. On utilise toujours une technique qui nous permet d'avoir la composition des roches, en fait, la composition chimique. Donc, pour ça, en fait, on tire au laser et l'interaction entre le laser et la roche, ça forme une petite étincelle, en fait. Et l'instrument, c'est aussi un télescope. Du coup, on regarde cette étincelle avec le télescope, un peu comme quand on met les yeux dans un télescope pour regarder les étoiles. Sauf que là, c'est pas les yeux qu'on met au bout, c'est un spectromètre qui nous permet de savoir tous les éléments chimiques qui constituent la roche. Donc ça, c'est un peu comme ChemCam. Donc c'est 2 techniques qu'on avait sur ChemCam. Et on en a rajouté 3. On a rajouté l'infrarouge, visible et proche infrarouge. Donc là, on n'utilise pas de laser, c'est simplement la réflexion naturelle de la lumière du soleil qui nous permet de connaître un peu la composition minéralogique des roches. C'est la technique qui est utilisée à bord des orbiteurs, en fait. C'est la première fois qu'on la mettait in situ sur un robot. Donc c'est bien, comme ça on peut comparer les données in situ et les données orbitales. La quatrième technique, c'est le Raman. Donc là aussi, on utilise un laser en fait, mais cette fois, c'est pour connaître aussi la composition minéralogique et moléculaire des roches. Donc c'est complémentaire de l'infrarouge. Ça nous permet de voir bien aussi les minéraux primaires, donc les minéraux ignés. Et la dernière technique, c'est le micro, qui a été rajouté un petit peu à la dernière minute et qui est très utile pour étudier l'atmosphère, en fait, les turbulences atmosphériques et aussi les propriétés physiques des roches, parce qu'on allume le micro quand on tire au laser pour connaître la composition chimique. Et là, voilà, on écoute l'interaction du laser avec la roche. Et selon le bruit que ça fait, on peut en déduire la dureté de la roche. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ah, c'est le son qui permet de déduire la dureté de la Alors, roche. on peut aussi remonter à cette info-là quand on essaye de faire un forage, par exemple, si ça marche pas. Ouais. Là, on a des infos, mais sans utiliser le bras, on peut avoir une info. Alors ça, c'est un peu, faut le faire à la tombée de la nuit quand il y a peu de turbulence. Mais dans les couteaux suisses, il y a toujours un tire-bouchon, ce qui sert le plus souvent d'ailleurs. Où est le tire-bouchon? Non, plus sérieusement, aujourd'hui, de quoi est-on sûr de l'histoire martienne? Est-ce qu'on est sûr que il y a 4 milliards d'années, Mars ressemblait à la Terre, était humide, il y avait des nuages, du vent, de l'eau, peut-être des lacs, etc. Ça, on en est sûr aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'habitabilité. oui, je pense qu'on est sûr qu'il y a eu de l'eau
sur Mars. On est sûr qu'elle a coulé. Suffisamment longtemps. On Voilà. n'est pas sûr que ça ait duré longtemps, par contre. Alors, il y a encore plein de débats, ouais. Sûr. Et là, c'est des débats compliqués parce que ça mêle plein de compétences, de métiers différents. Ouais. Mais il y a beaucoup de débats. Justement, est-ce qu'il a vraiment fallu de l'eau liquide pendant si longtemps pour former tout ce qu'on voit actuellement, morphologiquement ou minéralogiquement? Ou est-ce qu'il suffisait que, en fait, Mars soit vraiment plus froide que ce qu'on s'était imaginé, et du coup, qu'il y ait surtout des glaciers qui fondaient régulièrement, et que peut-être ça aurait suffi? Et là, il y a beaucoup de débats, et il y a aussi les métiers, ceux qui regardent plutôt l'inclinaison de la planète, tout ça. Ouais. Et ça joue énormément. Où est passée l'eau? Ça, aujourd'hui, c'est réglé? On sait où est passée l'eau ou c'est encore un débat? Il y avait deux écoles. Il y a ceux qui considéraient qu'elle avait disparu en dessous, elle était sous forme de glace, et d'autres qui se sont dit non, elle est évaporée. C'est réglé ou c'est pas réglé? Alors, je pense pas que ce soit encore réglé. Ça, c'est pas réglé. C'est que la mission MAVEN avait beaucoup aidé à comprendre l'échappement atmosphérique, etc., qui est en grande partie quand même la raison pour laquelle il y a eu ce changement climatique et qu'on fait que les conditions de pression, de température à la surface de Mars étaient plus capables de garder l'eau liquide. Donc ça, je pense qu'on a compris, même si j'ai l'impression que l'échappement atmosphérique est pas la seule raison. Mais où est passée l'eau? Voilà, il y a encore les calottes. Récemment, là, avec Persévérance, on est en train de trouver quand même pas mal de signatures de serpentines, qui sont des roches qui se forment lorsque les roches primaires s'altèrent, par exemple, dans certains C'est ça, lorsque environs. vous avez annoncé récemment avoir découvert du quartz? Alors, le quartz, c'est encore autre chose. C'est aussi la présence d'eau quand même? Présence d'eau et alors pas le quartz lui-même, mais l'opale qui est quelque chose 100% riche en silice, fait de 100% de silice, mais qui n'est pas cristallisé contrairement au quartz. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue astrobiologique Ouais. aussi. Parce que vous êtes drôle, vous ressemblez de plus en plus à Sherlock Holmes. On a trouvé de l'olivine, du quartz, on voit que c'est dans un détail absolument Ouais. incroyable pour résoudre des questions qui sont des questions, je dirais, globales. Et effectivement, parce que le quartz lui-même, si on le trouve tout seul, enfin, hors contexte, on dit le quartz, souvent on le voit dans les roches granitiques avec des feldspaths, etc. Et en soi, c'est pas, alors c'est forcément lié un petit peu à de l'eau, mais là, dans le contexte qu'on a trouvé le quartz, on pense que c'est pas du tout un quartz magmatique, en fait, ça n'a rien à voir avec le volcanisme. On pense que c'est un quartz qui s'est formé via des complexes de systèmes hydrothermaux, et probablement un système hydrothermal, donc peut-être suite à un impact, par exemple, ça crée la chaleur, ça crée des fractures, et ça, c'est plutôt favorable à la création d'hydrothermalisme. Du coup, il y a cette eau assez chaude qui traverse les fractures. Et comme on a observé de l'opale et un autre type aussi un peu cristallisé, mais pas 100%, à peu près aux mêmes endroits, on se dit tout ça c'est lié en fait et c'est formé par la circulation d'eau chaude. Ces serpentines, c'est un peu différent, mais ça pourrait stocker énormément d'eau en fait sur Mars, donc peut-être que ça réouvre un débat. Voilà. Est-ce que le projet comment dire, de mission européenne, qui pour l'instant est encore un projet, et qui aurait un robot, donc Rosaline, qui aurait une foreuse capable de descendre à un peu plus de 2 mètres sous le sol, pourrait vous être utile? C'est toujours utile, hein, la recherche. Vas-y. Et mais si cette mission se faisait, effectivement, faire des forages jusqu'à 2 mètres de profondeur, ça serait très innovant. En plus, on ferait des analyses in situ dans une chambre très hermétique, donc on éviterait les contaminations éventuelles. Oui, ça serait forcément utile. Alors, je vais passer à l'étape d'après. Est-ce que il faut aller sur Mars? Est-ce que les humains doivent aller sur Mars? Est-ce que, en supposé qu'on envoie des scientifiques, parce que quand on a été sur la Lune, c'était la dernière mission où il y avait un géologue. Les géologues sont toujours plutôt sur le strapontin du siège arrière. Mais à supposer qu'on vous envoie sur Mars et qu'on envoie des géologues, est-ce que c'est utile? Alors,
Personne ne vous regarde et ne vous écoute. Allez-y. Non, moi, en tant que géologue, si on me dit demain, si tu veux, tu vas sur Mars avec une voiture qui te permet de faire pas mal de kilomètres, moi je dis oui, parce que on n'est quand même jamais mieux servi que par soi-même. Avoir ses propres yeux, sa propre loupe, et de choisir avec une équipe, bien sûr, pas tout seul, quel échantillon je vais prendre, etc. Et essayer d'avoir un contexte peut-être un peu plus naturaliste, parce qu'avec le robot, il y a des personnes qui arrivent très bien, mais c'est quand même plus compliqué. Moi, je dis oui pour faire une vraie exploration de terrain, de géologue, etc. Après, aller sur Mars, simplement pour aller sur Mars, pour la coloniser, on entend tout plein de choses en ce moment. Moi, personnellement, je trouve pas que ça soit nécessaire. Parce que là, vous nous expliquez que ça fait des années que vous avez le nez baissé en disant et ça, je regarde ça, et ça, je regarde ça, et ça. En fait, ce qui vous manque, c'est le retour d'échantillons. C'est-à-dire, vous avez repéré quelque chose, vous avez tout pour l'analyser à distance, mais il manque un petit quelque chose pour faire parler encore plus la roche. C'est un peu le sentiment que ça donne. Oui, parce que aussi c'était un choix pour Persévérance. On n'a pas tous les instruments qu'avait Curiosity, par exemple, qui était quand même qu'elle est un peu plus loin. Je sais pas si je peux citer des instruments, mais Non, mais c'est l'idée, quoi. oui, oui, voilà. Et c'était des instruments qui nous permettaient aussi d'aller un peu plus loin, notamment pour rechercher les isotopes, par exemple. Et ça, on n'a pas ça sur Persévérance, et c'est un choix. Parce que il fallait tout le système pour faire les forages, garder les tubes, etc. Donc voilà, donc on peut pas tout faire. L'idée est que les échantillons, avant de les mettre dans le tube, on les caractérise avec tous les instruments qu'on a à bord, qui sont quand même déjà pas négligeable, hein. On a quand même une bonne compréhension du mode de l'environnement dans lequel les roches se sont formées, etc., de leur minéralogie primaire et secondaire, etc. Donc on a quand même une belle compréhension de l'échantillon. Et maintenant, effectivement, il faut aller plus loin, essayer de les ramener sur Terre et les analyser avec des techniques bien plus... Qu'est-ce que veut dire aller plus loin pour vous avec les robots? Ils sont un peu increvables actuellement, parce que c'est vrai que Curiosity, dont on parle, est toujours en activité. Il s'est posé en 2012. 2012. C'est absolument incroyable. Ça sert. Et il y a encore des informations qui sortent. C'est quoi la prochaine génération? Comment vous l'imaginez? Alors la prochaine génération, au JPL, côté NASA, ça parle pas mal de la mission Mars Chopper, je pense qu'elle s'appelle. C'est un hélicoptère, en fait, donc parce que Perseverance est arrivé sur Mars avec un petit drone ou Ingenuity. voilà, Ingenuity, qui était vraiment tout petit, mais c'était une démonstration, en fait. Est-ce qu'on est capable de faire voler quelque chose dans cette atmosphère si ténue? Et ça a fonctionné très bien. Il a volé 72 fois alors qu'on pensait le faire voler que 5 fois. Donc c'était un succès absolument superbe. Et du coup, suite à ça, une des missions envisagées, on ne sait pas quand hein, et comment, mais c'est vraiment de faire un hélicoptère, donc bien plus gros qu'Ingenuity, avec des instruments scientifiques à bord, pour nous permettre d'étudier les terrains les plus accidentés. Par exemple, j'ai plus le nom en tête, mais les terrains où on pourra jamais aller, comme c'est cette grosse faille là, à peu près. Et ben ça, on pourra jamais y aller avec un. Valles Marineris. Ouais, merci, Valles Marineris. Valles Marineris. On pourrait jamais y aller avec un robot et avec un hélico, ça serait idéal. Après, on a encore plein de belles choses à faire avec les robots là. Et il y a beaucoup de satellites, parce que vous avez des yeux partout quand même. Oui. Oui, oui, il y a encore des satellites. Alors, il me semble que justement, à côté NASA, ils veulent, et ESA, pour pas les oublier, l'objectif, c'est de faire quand même, en fait, renouveler un peu la flotte de satellites qui commence à se faire vieux. Donc ça, c'est toujours un projet. Et il y a les Chinois aussi, qui en 2021 ont envoyé leur premier robot martien. Ça marchait du premier coup. Ça a marché du premier coup, ce qui est un exploit vraiment. Ils ont le projet, je crois que c'est dans le milieu des années 2030, donc vers 2035 par là. Ils ont le projet, eux, de faire un retour d'échantillons. Donc pas organisé de la même manière que les missions NASA, mais peut-être que ce sera les Chinois qui ramèneront le premier échantillon. Agnès Cousin, quand vous êtes en vacances le samedi, dimanche et peut-être le lundi,
et plus que vous êtes à la campagne, qu'il fait beau et qu'il y a Mars dans le ciel, est-ce que vous vous dites non, je regarde pas, ça rappelle le bureau, ou enfin, quel est votre sentiment quand vous regardez la planète et vous vous dites c'est là-haut que je travaille, quoi. Ah non, bah, ça nous empêche pas de regarder, au contraire. Justement, moi, j'ai ramené mon télescope que j'ai acheté quand j'étais au lycée. Je l'ai ramené chez moi à Toulouse il y a pas si longtemps. Il était toujours chez mes parents. Et je l'ai sorti là cette année et ça m'a pas empêché. Alors après Mars, moi, c'est un petit télescope, donc c'est pas l'idéal, mais C'est quoi le Graal pour vous? le Graal, oula. Euh, je pense que simplement les activités quotidiennes qu'on fait sur Mars, moi, je cours pas après la découverte Ouais. absolue, quoi. Je, Mais vous vous posez quand même la question de savoir si sur cette planète, il y a 3 milliards d'années, peut-être plus, il y a peut-être pu se passer quelque chose? Oui, oui, ça serait le Graal de trouver ça, mais après, C'est la quête qui vous intéresse. moi, c'est plutôt la quête, ouais. Et comprendre comment Mars s'est formé, comment est-ce qu'il y a eu une croûte primitive sur Mars, comment elle était, comment elle a évolué. Moi, c'est plutôt cet aspect-là. Rechercher les traces de vie passée, moi, je trouve ça super. Mais qu'est-ce qu'on va en faire après, une fois qu'on aura trouvé ça? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien la quête du Graal, ça me va, ça me suffit. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je voulais conclure en citant d'abord un auteur de science-fiction, Ray Bradbury, qui disait Mars est un rêve romantique. Je suis sûr que les hommes vont mettre le pied sur la planète rouge. Pour moi, ce n'est qu'un premier pas avant les étoiles. Le seul danger est le déracinement. Et Bruno Latour, qui est sociologue et philosophe, qui était sociologue et philosophe des sciences, ajoutait ce questionnement: peut-on être humain sans être terrien? Voilà, c'est la Super. leçon. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci.